J'ai été victime de viol par mon frère de l'âge de 6 ans à l'âge de 9 ans. Mon frère, lorsqu'il me violait, me disait qu'il fallait pas le dire, qu'il fallait garder le silence parce que tous les frères font comme ça. C'était sa phrase. Mon frère me violait à chaque fois qu'il revenait de son internat, donc c'est-à-dire la plupart du temps pendant les vacances. Et au début, voilà, j'ai pas compris que c'était, je sais pas ce que c'était. Moi, j'avais 6 ans, voilà, je connaissais rien au sexe et tout. On était à la fin des années 70, au début des années 80. On commençait un petit peu à parler d'inceste, etc. Et c'est en écoutant depuis ma chambre une émission que regardaient mes parents que j'ai compris que non, les frères faisaient pas comme ça et que ce que faisait mon frère, ça portait un nom que j'ignorais, que c'était un viol. Et je me rappelle très bien avoir beaucoup pleuré en silence, mais avoir beaucoup pleuré ce soir-là, mais vraiment en silence parce que le but pour moi c'était il fallait pas que ma mère m'entende parce que sinon si elle m'aurait entendu elle m'aurait posé des questions et moi j'avais pas la force de lui donner les réponses ou j'avais pas envie ni le courage de lui donner les réponses. On est dans le cadre de la famille donc il y a toute cette emprise de la famille de laquelle quand on est un enfant on n'a finalement pas envie d'être coupé. Cette famille ben, c'est nos modèles, c'est nos héros. Moi mon frère plus encore que mon père c'était mon héros, mon modèle masculin. Donc si mon frère me dit que c'est normal parce que tous les frères font comme ça, même si pour moi c'est extrêmement violent, extrêmement douloureux, mais je me dis que bon ben effectivement, puisqu'il me le dit, tous les frères doivent faire comme ça, j'en vois pas l'intérêt, mais oui, ben, je garde le silence parce que c'est mon frère, parce que c'est ma famille et parce qu'il me l'a demandé. On était dans la même chambre et comme mon frère était en internat, pour me faire plus de place, on n'avait mis qu'un seul grand lit. C'est pour ça qu'on dormait dans le même lit quand mon frère revenait de l'internat. Et quand une de mes sœurs est partie de la maison, et ben ça a libéré une chambre et c'était plus compliqué puisque là, moi, mon frère avait sa chambre, notre chambre à l'époque, en bas et moi j'avais ma chambre à l'étage et donc ça aurait été forcément pour lui trop compliqué de justifier pourquoi il venait, etc. Et donc ça s'est arrêté comme ça a commencé, c'est-à-dire vraiment du jour au lendemain, sans prévenir. Et je me suis rendu compte que finalement tout ça, ça tenait à vraiment pas grand chose, quoi. Il s'est pas passé une seule minute, pas un seul clignement de paupières sans que je ne revive ce que mon frère m'avait fait. C'était un peu comme un jour sans fin, quoi. Pour moi, c'était toujours revivre ce que mon frère m'avait fait. Mais après, plus tard, en libérant ma parole, en discutant avec des victimes qui étaient sorties de l'amnésie traumatique, je me suis rendu compte que c'était effectivement un autre traumatisme que de sortir de cette amnésie traumatique. Et au final, je préfère quand même avoir gardé toujours en mémoire ce que mon frère m'a fait. Et moi, j'ai toujours cru que ma mère avait pas vu parce que je lui avais rien dit. Quand j'ai libéré ma parole et qu'elle me dit qu'elle me croyait parce qu'elle s'en était toujours doutée, oui, là pour moi, ça a été un deuxième choc qui a bloqué cette libération de la parole parce que j'étais pas prêt à entendre ça. J'étais prêt à ce qu'on me croie, à ce qu'on me croit pas, à ce qu'on m'insulte, à ce qu'on me renie, mais qu'on me dise je te crois parce que je m'en suis toujours douté. Là pour moi ça a été un choc absolu. Finalement je me suis rendu compte que tous les signaux que j'avais envoyés à ma mère et auxquels je lui en voulais pas de ne pas répondre puisque je lui disais rien, et ben en fait elle les avait bien perçus et elle m'a pas aidé. Quand on est victime, soit on parle tout de suite, soit on parle pas. Et on parle bien plus tard après parce qu'on rentre dans ce silence qui d'un côté est confortable parce qu'il nous protège, on croit qu'il nous protège, on finit par en sortir parce que finalement on se rend compte que ce silence nous asphyxie. J'ai brisé ce silence quasiment à l'âge de 40 ans. Je l'ai brisé parce que lorsqu'on est victime de violences sexuelles, d'agressions sexuelles, on a un tel dégoût de soi, dégoût de son corps, dégoût de tout, que finalement on a l'impression qu'on n'a pas droit au bonheur. Et moi, j'étais marié, j'avais des enfants, et sans aucune raison, je m'apprêtais à tout quitter, tout faire exploser, parce que j'avais cette sensation que j'avais pas droit à tout ça. Et là, ça a été comme un sursaut de me dire, mais enfin, lui, mon frère, il est tranquille, il a sa vie, il est heureux, pourquoi c'est moi qui dois payer pour le mal qu'il m'a fait? J'ai écrit une lettre que j'ai laissée sur la table de la cuisine le soir pour que ma femme, le lendemain, quand elle se réveille, la découvre. Et quand elle l'a lu, c'était pour moi, soit selon sa réaction, j'allais continuer dans cette libération de la parole, soit effectivement c'était quelque chose de sale dont il ne fallait pas parler et j'aurais gardé ça pour moi. Ma femme, quand elle m'a retrouvé, m'a dit qu'elle m'aiderait, qu'elle m'accompagnait, qu'elle me croyait. Surtout, je crois que c'est tout ce que les victimes veulent entendre. C'est là où j'ai continué à envoyer des lettres à mes parents. Et c'est suite à cette lettre que ma mère m'a dit qu'elle s'en était toujours doutée. Lettre non pas à mon frère, mais à sa femme, pour qu'elle sache avec qui elle dormait, pour qu'elle sache qui lui faisait l'amour, qui vraiment, voilà, je voulais qu'elle sache qui était le père de ses enfants. Et après, voilà, ma parole s'est un peu bloquée du fait de ce que m'a dit ma mère. Il m'a fallu encore quelques années
pour bien balayer tout ça en moi. J'ai eu aucun retour. Le seul contact que j'ai eu avec mon frère, c'est quand notre mère est morte. Il m'a envoyé un messenger pour me dire malgré tout, je te présente mes condoléances. Et là, j'avoue que j'ai eu un petit peu de mal avec ce malgré tout. Je lui ai répondu très longuement. Je crois que c'est la première et la seule fois que je lui ai dit ce qu'il m'avait fait et que je lui ai dit que lui et moi, on savait ce qu'il m'avait fait et qu'il ne fallait pas qu'il imagine que notre mère allait emporter ça avec elle. Il ne m'a plus jamais répondu et j'ai plus jamais eu de contact avec aucun autre membre de ma famille à partir de ce jour-là. Quand une victime libère sa parole, très vite, une des premières choses qu'on lui demande, comme si elle était plus victime parce qu'elle allait le faire, c'est est-ce que tu vas déposer plainte? Et moi, j'avais pas du tout envie qu'on me pose cette question, j'avais pas envie d'être confronté encore à ce choix, que c'était encore à moi qu'allait incomber cette responsabilité. Et donc, je crois que d'une façon inconsciente, mais tout en étant consciente, j'ai attendu simplement que le délai de prescription soit là, que la prescription tombe pour libérer ma parole. Quand il se passe quelque chose qui touche un enfant, oui, on s'émeut, oui, on en parle, oui, on fait des marches blanches, et puis après ça passe et on passe à autre chose. Donc non, l'enfance, c'est pas du tout une priorité ni des politiques ni de la société. Et c'est dommage parce que les chiffres sont dramatiques de toutes les maltraitances, que ce soit les violences sexuelles, mais de toutes les autres aussi. Et si on laisse les enfants blessés aujourd'hui devenir demain des adultes cabossés, tout ce qu'on fait, toutes les mesures qui sont prises ou qu'on va nous annoncer là pendant cette campagne électorale n'auront aucun intérêt, aucun. On ne doit pas demander à l'école de tout faire, parce qu'effectivement, ce n'est pas à un enseignant de faire certaines choses, mais il faut que l'éducation nationale s'ouvre aux associations, s'ouvre à tous ces acteurs privés qui sont en capacité d'aider les enfants à vivre mieux.